Excellence Lambert Mende et Excellence Jean-Jacques Mamba. Merci beaucoup pour avoir répondu à l'invitation du réseau Afrique Foi et Justice. Et vous êtes ici à Washington DC pour une mission parlementaire. Et nous voulons peut-être faire un résumé maintenant que vous venez de terminer votre mission. De façon sommaire, est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu vos impressions après cette mission? Bon, je voudrais remercier l'organisation African Faith and Justice Network qui nous a invités ici pour cette mission parlementaire et apprécier que la présidente de l'Assemblée nationale ait choisi de nous déléguer pour cette représentation. Nous avons donné le point de vue qui est la nôtre sur la situation aussi bien de la sécurité, la situation des droits de l'homme, la situation en ce qui concerne l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans la partie est de notre pays. Et nous avons parlé de la mission des casques bleus des Nations Unies qui est chez nous et avec laquelle un dialogue stratégique pour son retrait est en cours. Nous avons une oreille attentive de tous ceux que nous avons rencontrés et nous espérons que des résultats pourront suivre cet exercice de diplomatie parlementaire par excellence qui nous a été donné d'exercer ici à Washington. Honorable Mamba, votre opinion s'il vous plaît? Mais je partage substantiellement ce que l'honorable Mende vient de dire. En ce qui me concerne, j'ai fait prévaloir les points de vue de l'opposition sur les questions notamment de la sécurité à l'Est, c'est-à-dire l'accompagnement de nos forces armées dans le cadre de la pacification de cette région. Et nous avons effectivement été mandatés ou délégués par la présidente de l'Assemblée nationale. Je tiens ici à la remercier pour la confiance qu'elle a placée dans notre modeste personne pour réaliser cette mission. Nous remercions aussi les différentes personnalités qui nous ont accordé de leur temps, autant au Sénat qu'à la Chambre des représentants. Nous pensons avoir fait un plaidoyer utile et un plaidoyer qui pourra modifier la perception de notre pays, la perception de comment nous envisageons redécoller, la perception de comment nous envisageons régler nous-mêmes nos problèmes, bien entendu avec un accompagnement, mais cette fois-là stratégique, dans le cadre du renforcement des capacités uniquement. Merci. La résolution des Nations Unies 2463 de 2019, dans ses paragraphes 44 et 45, demande une révision stratégique et du retrait des troupes de la MONUSCO et c'était dû à ce 20 octobre. Ça fait 20 ans que la MONUSCO se trouve en RDC. Est-ce que vous pensez que la MONUSCO est encore utile en RDC? Bon, pour cette question-là, je ne vais pas parler d'utilité. Je pense que tous les pays du monde évoluent avec des partenaires pour régler certaines questions qu'elles ne peuvent pas régler seules. Mais la question de la sécurité est une question essentiellement nationale. Ça relève du domaine régalien et il appartient à notre gouvernement de faire en sorte que nos forces armées soient assez outillées pour assurer cette tâche pleinement. Maintenant, le problème, c'est l'évaluation du travail de la MONUSCO ces 20 dernières années, avec les budgets y afférents. En évaluant, nous estimons qu'il est temps de penser efficacement, utilement au retrait de cette mission et à opérer un transfert de compétences de telle manière que le staff local, accompagné des FARDC de notre police, puisse continuer non seulement le travail administratif de monitoring, mais aussi le travail de terrain. C'est indispensable que les Congolais puissent régler d'abord eux-mêmes les problèmes de sécurité et que même s'il peut y avoir des interventions des partenaires, que cela se passe dans un cadre purement stratégique et de renforcement de capacité et non de sous-traitance comme ça a été le cas ces 20 dernières années. Honorable Mende, est-ce que vous partagez ce point de vue? Je partage tout à fait ce point de vue. J'ajouterai seulement que la présence même de la MONUSCO dans notre pays est un indicateur d'instabilité qui nous inquiète, dans la mesure où rares sont les investisseurs qui peuvent venir mettre leurs capitaux dans un pays où se trouve la plus grande mission
casque bleu des Nations Unies dans le monde, dans la mesure où cette présence en elle-même indique qu'il y a insécurité, même si cette insécurité est en train d'être comblée par la MONUSCO elle-même, notamment par sa brigade internationale, mais aussi par la montée en force de nos forces armées, de notre police, que nous espérons ne pas voir interrompue dans les mois et les années qui viennent. Nous pensons que plutôt la MONUSCO s'en ira et plutôt la République démocratique du Congo pourra voir ses portes s'ouvrir à différents investissements, parce que tous les investisseurs préfèrent s'installer dans les pays voisins et travailler même avec nos ressources en matières premières dans ces pays voisins, plutôt que de venir dans un pays où la présence d'une aussi forte mission de paix des Nations Unies est un indicateur précisément d'instabilité. Pendant la réunion avec le comité des affaires étrangères, on a parlé de droits humains et on a spécifiquement parlé de membres de l'armée congolaise qui ont été nommés dans de crimes et qui sont toujours en fonction. Quand le président Tshisekedi était à Goma, il avait dit qu'il allait faire une rotation et des militaires qui ont été sur le front. Ça fait très longtemps et nous, en tant que membres de la société civile, avions pensé que c'était une bonne chose parce que il y a des liens entre le kidnapping et puis des milices et l'armée. À un certain niveau, on pensait que cela pouvait donner de l'espace à la paix. Est-ce que vous pensez que cet exercice de changement de poste est en cours ou bien ça ne s'est fait pas encore? En ce qui me concerne, je mettrai en garde le traitement léger des questions de sécurité et de défense. Le président de la République qui vient d'arriver au pouvoir a toutes les informations qui lui permettent d'identifier clairement, mieux en tout cas que Monsieur Tout-le-Monde, les raisons pour lesquelles cette insécurité a tellement perduré à l'est de notre pays. Des mesures ont été annoncées, certaines ont commencé à être prises. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de pouvoir les parachever au lieu de faire des problèmes de défense et de sécurité, des questions qui peuvent être traitées par le tout venant. Le président de la République est le commandant suprême des forces armées et il a eu le temps même de dire qu'il y a beaucoup de choses dont il a pu prendre connaissance en arrivant au pouvoir, qu'il n'avait pas suffisamment de connaissances et je pense qu'il faut lui laisser le temps de pouvoir clarifier la situation. S'agissant maintenant des officiers qui sont poursuivis par cette clameur publique dont vous parlez, il s'agit de savoir qui dit quoi à propos de qui. Il ne suffit pas qu'une rumeur affecte un officier quelconque pour priver l'armée des services de cet officier. Encore faut-il qu'il y ait des victimes qui puissent se plaindre, déposer une plainte devant qui de droit, ce qui permettra à la justice militaire qui fonctionne chez nous, c'est la raison d'être de l'existence de ce corps qui est un corps de juristes, comme dans d'autres pays, qu'elle puisse prendre en main les choses plutôt que de traiter cette armée par le tout venant. On ne peut pas traiter ces questions de sécurité de cette manière-là. Il faut laisser les instances qui ont compétence pour gérer une armée, le temps et les moyens ainsi que les compétences de le faire. Honorable Jacques Mamba, maintes fois, les gens sont appréhendés dans le kidnapping et puis arrêtés. Et après quelques jours, ils rentrent dans leur village. Et les agents de la société civile se plaignent et se demandent comment expliquer que ces gens peuvent être libérés et qui les libère. Moi, je suis d'un avis quand même contraire. Je pense que lorsqu'il y a des allégations fondées, et qu'il y a des suspicions légitimes sur le comportement de nos forces armées, notamment de certains de ces commandants ou des hauts gradés, il faudrait des mesures conservatoires. Cela veut dire en d'autres termes que des personnes qui sont entre guillemets suspectées
en attendant que ces personnes soient lavées et que des enquêtes sérieuses soient menées, il faut absolument des mesures conservatoires qui les mettraient à l'écart de la gestion, on va dire comme ça, militaire. Maintenant, en ce qui concerne les personnes qui sont arrêtées et puis libérées, nous avons des problèmes structurels chez nous, c'est-à-dire des problèmes qui vont de notre système judiciaire à notre système pénitentiaire, c'est-à-dire que vous avez au niveau de la justice pénitentiaire des anomalies en ce qui concerne les libérations conditionnelles ou provisoires. Et comme vous savez la précarité dans laquelle vit la plupart de nos agents, il est tout à fait envisageable que la plupart des libérations soient conditionnées ou octroyées sous le coup de pots de vin ou des montants payés dans le cadre des libérations provisoires, même si le droit ne le permet pas. Donc je n'ai pas les informations assez essentielles pour étayer, vous donner plus de détails parce qu'il faut le traiter au cas par cas. Mais je continue à dire qu'en ce qui concerne la justice militaire, tous nos commandants, tous nos hauts gradés qui sont cités dans des rapports internationaux, des rapports étayés, doivent faire l'objet de mesures conservatoires pour permettre à ce que la justice puisse travailler en toute indépendance. Il est tout à fait anormal et difficile de demander à la justice militaire de travailler sur un dossier dont l'auteur ou le concerné est en pleine fonction. C'est vraiment difficile et c'est très compliqué. Merci. Quand on se rend en Afrique et à Kinshasa et dans d'autres villes du Congo, la présence des déchets plastiques menace l'existence, l'environnement même des citadins et même l'environnement en général. À ma connaissance, il y a des mesures d'ordre réglementaire qui ont déjà été prises en ce qui concerne notamment la ville de Kinshasa et les grandes villes du pays, en ce qui concerne l'usage des sachets en plastique, mais qui n'ont pas eu d'effet à cause justement du phénomène de la corruption qui est largement répandu. J'estime pour ma part qu'il est bon d'élever le niveau de ces mesures au niveau de la législation, c'est-à-dire que le Parlement puisse légiférer, ce qui donnera une force légale plus importante à ces mesures-là, avec l'implication de l'appareil exécutif de l'État, de toute la police, de la justice, et un peu plus de volonté politique de la part de ceux qui détiennent le pouvoir de mettre en application les lois de la République démocratique du Congo. Les jeunes, ils sont sans emploi. Est-ce qu'une loi pareille ne pourrait pas, disons, donner une opportunité de travail aux jeunes? Honorable Mamba. Effectivement, vous savez, il y a possibilité de transformer cette difficulté que nous avons en opportunité. Les pays que vous avez cités transforment aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la biomasse, donc la possibilité de produire de l'énergie électrique, mais il y a aussi maintenant la possibilité d'utiliser ces plastiques pour faire des pavements. Nous avons quand même une ville qui est hyper sale, une ville qui a perdu toute son image. Vous rappelez-vous, à l'époque, on disait Kinshasa la belle. Aujourd'hui, on rajoute le POU devant pour dire Kinshasa la poubelle. Donc il y a des possibilités, mais il faut des investissements qui sont quand même assez lourds. Et comme nous sommes encore au niveau provincial, c'est-à-dire avec le gouverneur Gentini Ngobila pour la ville de Kinshasa, mais je pense, et je rejoins en ce moment-là l'honorable Mende pour dire que nous allons questionner le ministre de l'Environnement pour savoir quelle serait sa politique en matière d'environnement, quelle serait, naturellement je suis en train de parler de lui, du ministre de l'économie, du ministre des Finances, pour voir quel type de montage ils peuvent faire pour capitaliser ces différentes opportunités que nous offre la transformation de nos déchets. Et comme vous le savez, nous avons des problèmes énergétiques. Si aujourd'hui nous réussissons le pari de créer de la biomasse et de desservir, de regrouper toutes les décharges, parce que vers le fond de la ville, il y a beaucoup de décharges de déchets. Si nous arrivons à capitaliser ces décharges et transformer cette opportunité en biomasse et en courant finalement, je pense qu'on fera œuvre utile en créant de l'emploi simultanément. Merci. Et puis, en termes de réformes politiques, pour rassurer, disons, l'opinion nationale et internationale, il y a quand même, on a parlé des réformes au niveau de la loi électorale. Si vous aviez, disons, des possibilités de faire ces réformes, quels sont les points
que vous pensez doivent être changés pour restaurer la confiance dans les élections en RDC? Honorable Mende. À ma connaissance, il y a 4 projets qui sont annoncés par des collègues au niveau de l'Assemblée nationale que nous attendons avec beaucoup d'intérêt et même d'impatience dans le sens de la révision de la loi électorale, parce que nous avons connu pas mal de problèmes avec les élections, surtout les élections indirectes qui ont été entachées de beaucoup d'immoralité. Je le dis, quoique appartenant à la majorité, il y a eu des victimes de cette immoralité aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. Il ne sert à rien de se cacher la tête sous le sable. Il faut effectivement revisiter ces législations et en évacuer tout ce qui permet à l'immoralité de travestir le processus électoral tel que nous le voulons, parce que cela porte atteinte à l'intégrité de la démocratie dans notre pays. Honorable membre, votre opinion s'il vous plaît. De manière plus spécifique, nous devons d'abord régler le problème de la légitimité au niveau de la présidentielle. Comme vous le savez aujourd'hui, les résultats de la CENI indiquent que le président Tshisekedi a été élu par un Congolais sur 10. Parce qu'il a été élu par plus ou moins 7 millions de Congolais, alors que nous en avons 80 millions. Donc il faut absolument que ce problème soit réglé en revenant au système de 2 tours pour conférer au président de la République une légitimité confortable. Il y a ce problème-là, il y a un deuxième problème, celui de l'opposabilité des résultats. C'est-à-dire qu'au niveau de la CENI, à chaque fois qu'il y a un contentieux électoral, la CENI exige à ce que le plaignant puisse apporter des preuves, alors que le plaignant n'est pas organisateur des élections. Il faut que cette responsabilité incombe à la CENI elle-même, c'est-à-dire que dans un délai obligatoire, que la CENI soit en mesure, soit obligée, en cas de contentieux électoral, de fournir elle-même les éléments d'appréciation ou de réponse, c'est-à-dire les PV et ce qui s'ensuit, aux plaignants, de manière à ce qu'ils se présentent devant les cours et tribunaux avec des éléments fournis par la CENI et non des éléments collectés par lui-même, parce que cela pose un problème en raison des délais. Donc il y a plusieurs mesures, je n'ai cité que ces deux-là qui me paraissent les plus importantes, mais effectivement en rejoignant l'honorable Mende, il serait très intéressant d'envisager la possibilité de passer au suffrage universel direct pour l'élection des sénateurs et des gouverneurs pour éviter ce que vous voulez, ce qu'on a caractérisé ici, ce qu'on a nommément appelé la corruption ou l'immoralité qui a caractérisé le suffrage indirect lors des dernières élections. Merci beaucoup.